Ce film est une suite, la conséquence d'une rencontre avec Guillaume Durand, un guide de pêche pas comme les autres. J'avais passé un mois avec lui à courir les rivières du nord de l'île de Nouvelle-Zélande, son pays d'adoption. Et j'avais pu mesurer dans cette petite aventure un peu engagée à quel point il sortait de l'ordinaire. Il semblait capable, avec son instinct et sa connaissance parfaite du fonctionnement des rivières, de prendre les truites qu'il voulait. Et 5 ans après, j'ai décidé de le retrouver dans son pays natal, où il exerce son métier, un pays de calcaire et d'eau vive, autour de Castellane, où il s'est installé. Oui, allô? Oui, bonjour. Tout à fait, oui, c'est possible. Le lundi 8 juin, oui, oui, exactement. Alors moi, je vous explique. Moi, ce que je fais surtout, ce sont des sorties donc en pêche à la mouche. Le but, c'est de vous enseigner toutes les bases donc de la pêche à la mouche, c'est-à-dire la gestuelle, la connaissance un peu des insectes de la rivière. Exactement, voilà. Et on pêchera le Verdon. Le Verdon, donc c'est la rivière qui passe à Castellane. C'est une rivière qui est régulée par un barrage. Donc on ira pêcher en amont des barrages sur probablement un affluent. C'est un peu plus alpin, oui, oui, c'est un peu plus alpin là-haut. On est dans les montagnes, autour entre 1000 et 1500 mètres d'altitude. Donc aujourd'hui, on remonte sur la Haute-Vallée du Verdon en amont des barrages. L'idée, c'est qu'il y a eu des très grosses intempéries les dernières 24 heures et il tombait beaucoup d'eau. Donc toutes les rivières sont en crue et très sales avec de l'eau marron qui n'est même pas encore en train de s'éclaircir. Il y a encore de l'eau qui descend. Donc on va chercher de trouver de l'eau propre dans des affluents. Donc un ou deux affluents en montant assez haut direction des têtes de bassin, des sources, pour pouvoir trouver l'eau la plus propre possible et la plus basse possible, afin de trouver des poissons actifs et de passer notre journée de pêche avec Michel, donc qui est notre ami qui nous accompagne aujourd'hui pour découvrir la pêche à la mouche dans ces vallons. Les très grosses là qu'on peut pas faire, il y en a des très très gros, des porteurs. Alors Michel, je l'ai guidé depuis un peu plus de 2 ans. Il vient avec moi 2-3 fois dans l'année. Il débutait vraiment la pêche à la mouche, donc au début on met en place les bases. La lecture de l'eau, la connaissance minimale des invertébrés, être capable d'identifier une éphémère, un trichoptère, un plécoptère, parfois juste en vol, être capable de déterminer qu'un insecte qui vole de manière aléatoire, ça pourra plutôt être un trichoptère, qu'un insecte qui a un vol ascensionnel, ce sera plutôt une éphémère. Et tous ces petits détails, j'ai commencé comme ça avec Michel à les mettre en place. Il se fait plaisir quand on vient ensemble, il me le dit tout le temps, on arrive à toucher des poissons. C'est vrai que quand on débute la mouche par soi-même, on a souvent beaucoup d'échecs. Il faut que la fin, tu la reprennes. On se met dans les arbres, on perd du matériel, on se fait des nœuds, on loupe des poissons et on ne sait pas vraiment ce qui ne va pas. Et moi, je suis là pour tout de suite identifier les problèmes et les rectifier. Je relève trop vite. Je vois rien. Hop. Ouais, elle a profité que je ne voyais pas la mouche. Ce qui est vachement important, c'est toujours, dès le début de la dérive, de relever la tête de canne. Oui. Pour ne pas se faire emporter. Sinon, comme ça va se passer dans le premier mètre, on va faire peur aux poissons, on va manquer la touche. Donc tout se passe dans le premier mètre de la dérive. Je dis souvent aussi, il vaut mieux pêcher bien de près que mal de loin. Donc j'ai tendance à vouloir faire pêcher les débutants de près pour les rendre capables de contrôler les paramètres. Si la deuxième main
cause des problèmes, autant limiter à une main quand on débute. Un jeune poisson de montagne qui a pris encore une fois sur la frigane. Bien joué Michel. Donc là, on a beaucoup piqué ce matin sur des petites imitations de trichoptères, de porte-bois. C'est donc ces fameuses larves de trichoptères qu'on appelle aussi des sedges. On voit qu'il y en a des grappes entières sur les cailloux. C'est également un excellent indicateur de la qualité de l'eau. À l'intérieur de ce fourreau, il y a donc une petite larve. Et c'est cette petite larve qui est majoritairement ce que consomment les poissons en ce moment. Là, on est donc toujours sur notre petit affluent à l'entrée d'une gorge. Il y a une grosse cascade juste un peu au-dessus. On a donc deux cannes à pêche. Une canne à pêche traditionnelle pour pêcher principalement en surface, en sèche. Et une autre canne de tenkara qui est très bien adaptée pour ce type de profil de ruisseau. Quand il y a des gros courants avec du fond et des bulles et qu'on a besoin de pêcher en nymphe, donc sous l'eau, on utilise de préférence les cannes de tenkara qui sont plus grandes et avec lesquelles on a un très bon contrôle de la dérive pour pêcher en nymphe. Quand on pêche en surface, en sèche, à ce moment-là, on prend la canne traditionnelle qui nous permet d'allonger un peu de la ligne et de travailler sur les distances. Donc deux cannes pour une meilleure adaptation à l'habitat et aux conditions qu'on rencontre. Quand on va pêcher comme ça avec des nymphes assez lourdes, ce qui est important pour ne pas les emmêler, c'est que la ligne tombe un peu comme une parabole, qu'elle arrive dans l'air comme ça, tu vois. Et au moins on est sûr que les mouches, elles tombent comme ça en descendant, un peu en posée cloche, ce qui nous permet de ne pas les emmêler, tu vois. Hein? Mais tu as vu quand je lance vers le ciel. Je lance en montant comme ça. Ça me permet de ne pas avoir une dynamique descendante qui ferait plaquer les mouches. Donc Michel, on a mis tout ça en place. On progresse assez vite. C'est pour ça que je pense qu'il revient également parce qu'il voit que d'une séance à l'autre, il y a à chaque fois des nouveaux paramètres qui se mettent bout à bout. Il y a un réel plaisir à progresser. Ouais. Bien joué Michel. Excellent. Voilà pourquoi on aime bien le tenkara. Un jeune poisson qui a pris encore sur une larve de trichoptère. Hein. Toujours pareil. Elle est très jolie. C'est la mouche que tu avais choisie, Michel. Très bien. Un jeune poisson. Très joli, a des belles couleurs. Un joli petit spécimen, très caractéristique, hyper coloré avec le gros point orange sur la nageoire adipeuse. On arrive là près de la grande cascade, il y a des trous un peu plus profonds. Donc là on a décidé de descendre, on a rajouté 70 cm à notre ligne. Donc on descend chercher dans les fosses. Ça n'a pas loupé au premier passage, on a piqué un poisson, il y en a sûrement plusieurs. Ça montre qu'il ne faut pas hésiter à se réadapter en fonction de la profondeur, de la puissance du courant. Ça vaut le coup de garder les nappes du milieu. Et là, on se régale vraiment parce que là, aujourd'hui, au moins, avec Guillaume, je touche du poisson. Alors que quand je suis seul, je passe la moitié du temps à démêler des nœuds. Donc être guide de pêche, c'est enseigner, avant tout. C'est transmettre, partager un amour inconditionnel de la nature et rendre capable les autres de sentir de manière intuitive et instinctive la logique de ce mouvement qui nous entoure. Être capable d'être en symbiose avec ce qui nous entoure, c'est être en paix avec soi-même, avec le monde
et avoir trouvé sa place. Ce qu'on ne peut pas apprendre dans des livres, ce que seule l'expérience peut apprendre et aussi ce que d'autres m'ont appris à moi. Être guide de pêche, c'est aussi être un coach, une nounou, un psy, un ami. C'est évidemment un grand moment de partage. Il n'y a pas un jour qui ressemble à un autre. Moi, j'ai pas envie de me lasser de mon métier, alors tous les jours, je vais dans un endroit différent pour jamais mettre trop de pression sur l'habitat. C'est toute une hygiène pour moi, toute une rigueur de savoir les préserver pour pas trop leur mettre de pression. Un, deux. En termes de progression, avec Michel, on va commencer à travailler un peu plus la distance, l'ajout de la main libre. Progressivement, on va devoir rajouter cette deuxième main pour ramener la ligne quand la soie revient, pour être capable d'allonger quand le poisson est un peu plus loin. Tous ces petits détails, on va les mettre en place progressivement pour continuer à complexifier notre pêche et à prendre toujours plus de plaisir. Voilà, la bordure. Ah, Guillaume, c'est un personnage super. C'est sûr que ça n'a rien à voir quand on sort seul et quand on sort avec un guide de pêche et surtout avec Guillaume. Ok, on avance un petit peu. On a quand même sorti une dizaine de poissons de l'eau et autant à peu près que j'ai raté au ferrage, dont 2 qui étaient très jolies, une de 25 et une de 30 à peu près. Michel est donc reparti avec des truites, en souvenir. Guillaume est heureux. Sa vie, il se l'a fait tout seul. Épris de liberté et d'aventure, il a pêché en 10 ans toutes les rivières de l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Mais son vrai pays, c'est l'arrière-pays niçois, les rivières de sa jeunesse. C'est bien là qu'il s'est éveillé à la nature. On a 2 cagettes. Il s'est installé à Castellane avec ses amis. Et ici, on vit un peu comme on le veut. On échange, on troque, on s'entraide, on se débrouille, on passe le temps que l'épidémie nous offre. Ici, on est chez un ami à moi, mon pote Fredo, qui est un maraîcher bio qui s'est installé il y a quelques années. C'est un monsieur, un jeune de mon âge qui adhère à la même philosophie, une forme de solidarité et d'entraide dans les petites communautés comme on est ici. Il n'a pas fini sa récolte, du coup il m'a dit de venir avec les copains, de nous remplir quelques cagettes, histoire qu'on se fasse un peu plaisir. Et on va aller les partager avec d'autres habitants du village pour leur en donner, faire profiter la communauté. On essaye de vivre en accord avec ces valeurs-là, avec de l'entraide, du partage et beaucoup de générosité. So when I'm gone, don't you forget to pray, 'cause there'll be a hard time. Hard times, ooh, yeah, yeah, better than I. Talking about hard times, no, those hard, yeah, yeah, who knows? I wanna know better than I. Moi, je peux faire la première. Ce matin, Guillaume n'a pas de réservation. Le Covid a eu raison pour l'instant de la clientèle étrangère. Le Verdon n'est toujours pas pêchable, les orages ayant troublé les eaux. Les affluents s'éclaircissant en premier, Guillaume a décidé ce matin de me montrer l'un de ses jardins secrets. Dans un petit affluent ici, un petit affluent du Verdon qui est assez mythique, assez secret. Un endroit assez intime où je vais de temps en temps avec des gens que j'aime bien pour leur faire partager ça. On a ici un secteur de gorge qui dure à peu près 200 mètres. On va remonter dans cette gorge, c'est très particulier, très impressionnant. On est juste à la redescente des eaux là. Les niveaux sont encore assez hauts, c'est en train de s'éclaircir. Donc je vais pêcher en nymphe. Ça va pas trop être une journée aujourd'hui pour pêcher en sèche. Les poissons vont pas forcément être trop au gobage, bien qu'on pourrait très bien avoir des poissons qui viennent s'y mettre. Donc on va pêcher sous l'eau avec des imitations de larves aquatiques qu'on appelle des nymphes. Et on va voir s'il y a des poissons dehors qui s'alimentent sous l'eau.
Voilà, au premier passage, jolie truite, magnifique truite ici, très très jolie, magnifique, jeune poisson, hop, qui a pris la petite faisantail devant son bloc. Il y a des étapes dans la vie d'un pêcheur. Au début, on veut un poisson, peu importe sa taille. Après, on en veut plusieurs. Après, on en veut un gros. Après, on en veut des gros. Et après, on a un peu bouclé la boucle. Ce qu'on cherche ensuite, c'est à comprendre. C'est plus important que le résultat, d'une certaine manière. C'est vraiment l'action, la qualité de l'action, notre démarche, la manière dont on aura interprété les signes autour de nous. Qu'est-ce que la toile d'araignée va nous raconter? Qu'est-ce que ce nuage peut bien nous dire? Comment cet oiseau nous donne une information sur la hauteur où sont les insectes? Et comment, en croisant toutes ces informations et en les mettant en relation, on va déterminer où est le poisson et ce qu'il mange. C'est vraiment ça la valeur ajoutée de la pêche à la mouche. C'est bel et bien de comprendre la logique de la rivière, d'avoir le sens de l'eau. Et pour obtenir ce fameux sens de l'eau, il n'y a pas de secret, il faut passer sa vie en pleine nature. Et chaque jour, on va mettre des détails bout à bout, et puis quand ces détails reviennent, on commence à comprendre. Voilà ce qui fait la grandeur de la pêche à la mouche. Et certainement pas le résultat, qui serait ce poisson petit ou grand, mais tout ce qu'il y a en amont, qui nous a rendus capables d'accéder à ce poisson merveilleux qui nous a donné tant de plaisir. Évidemment, une truite de 5 kg, un gros poisson, il a de l'expérience, il a beaucoup de force, il a plus de chances d'arriver à se libérer, à gagner d'une certaine manière, qu'un poisson plus jeune qui a moins d'expérience et qui va être a priori plus facile à maîtriser. Tout dépend de l'expérience de ce poisson. Un poisson gros mais qui n'a jamais été attrapé, pas forcément très affûté, mais un jeune poisson qui a déjà été piqué plusieurs fois, qui connaît bien la prédation, lui, il peut être extrêmement difficile à attraper. On peut attraper des grosses truites en Nouvelle-Zélande et se croire un très bon pêcheur et se retrouver ici en échec sur des truitelles de 15 cm qui vont faire passer plusieurs mouches et qui vont faire travailler votre patience. Donc c'est ce qui fait la beauté un peu de tout ça, d'une certaine manière. Donc là, on a fait essentiellement une pêche de berge. Les poissons étaient dans les berges au ras des blocs, souvent devant des cailloux. Maintenant, on va monter une ligne un peu plus longue. Il y a une belle éclosion d'éphémères là qui est en train de se produire, on les voit. Donc je vais monter une ligne plus profonde, tenter d'aller chercher un poisson un peu plus gros au fond d'un trou. On a une enfilade de quelques jolis trous là, donc je vais voir s'il y a possibilité de solliciter un poisson plus gros avec une nymphe qui descend plus en profondeur pour aller voir si elles sont réceptives. C'est vrai que j'ai passé ma vie à rechercher la truite fario dans les torrents de France et d'ailleurs. Et au bout d'un moment donné, il y a cette avidité de prendre la grosse truite, etc. Puis un jour, on fait la paix avec les poissons. Moi, j'en suis là aujourd'hui. C'est la truite qui m'a tout appris. C'est grâce à elle que je me suis intéressé aux arbres, aux oiseaux, aux insectes, à la géologie, à tout ce qui touche à la nature en général. En aval, après la confluence des tributaires, le Verdon est à fond, à 30 mètres cubes secondes. Noureddine, guide de pêche, est venu retrouver son ami Guillaume pour essayer de nouvelles cannes à deux mains, une technique qui permet de pêcher les saumons ailleurs, et ici, les grandes truites du mois d'août, ces rares truites migratrices qui s'échappent du lac Sainte-Anne pour se reproduire bien en amont. Je sais pas ce qui m'a pris. J'aurais dû aller faire le petit coup là-bas. Noureddine et Guillaume se sont rencontrés à l'école française de pêche. Ils sont très proches et pêchent ensemble dès qu'ils le peuvent. Nordine et moi, on s'est rencontrés ici sur le Verdon il y a 17 ans.
Donc ensemble, on a échangé beaucoup de connaissances. C'est un peu la base de notre rapport, en fait. On partage du savoir. C'est quelqu'un qui a une énorme volonté, avec qui on débat énormément sur les différentes manières d'évoluer dans le monde de la pêche. Il y a fort à parier que les poissons, vu le tirant d'eau qu'il y a, ils ont regagné un peu les berges. Donc même si on va lancer un caraval, c'est souvent sur la dernière partie de la section, quand on va rejoindre la section lente près de bordure, qu'on risque d'avoir une attaque. Donc j'ai mis une grosse noyée avec un casque en tungstène, avec de la plume de perdrix. J'ai mis également ici un gros corps noir avec du coq. C'est des mouches assez lestées, assez agressives. L'intérêt, c'est de provoquer l'attaque du poisson. Voilà, on peut pêcher avec 2 ou 3 mouches sur la même ligne. C'est quelque chose d'assez commun avec ces techniques-là. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'on va pêcher à la mouche noyée. Et la mouche noyée, c'est une dérive vers l'aval. Et l'avantage du lancer à 2 mains, c'est qu'on a un ancrage, c'est-à-dire la pointe de la soie et la mouche qui sont dans l'eau, qui partent de l'eau et atterrissent dans l'eau. Donc elles coulent immédiatement. Guillaume, regarde, ça part bien, regarde bien. Ça part tout seul, il n'y a aucun effort. Poisson! Ah, la canne à 2 mains! C'était sûr, hein? Quand l'eau est haute comme ça, les poissons restent vraiment dans les contres, sous les obstacles, dans les branches. Là, une jeune truite du Verdon, pas trop grosse, un poisson de un peu plus de 20 cm, tranquille, qui va rentrer chez lui. Depuis tout à l'heure, on recherchait les poissons dans des zones assez rapides, on ne les trouvait pas évidemment. Quand tu as un tirant d'eau pareil, elle reste vraiment à l'abri sous les postes, c'est-à-dire sous les branches et devant les gros blocs rocheux ou derrière, là où ça joue un rôle de récif et qu'elles peuvent se maintenir sans dépenser d'énergie. Il y a fort à parier que sous cet arbre, il y a une dizaine de truites, c'est sûr. Et j'ai mis une nymphe beaucoup plus grosse qui ressemble presque à un petit poissonnet. Et c'est évidemment ça qu'elle a attaqué en premier, quelque chose d'assez lourd qui pêchait creux. C'est la bonne attitude à avoir dans ce genre de circonstances, donc c'est très positif, on est très content. Mais nous ne sommes pas tout à fait à la fin du mois d'août, et les grandes truites sont probablement bien rares dans le lit de la rivière. Il faut attendre pour pêcher plus sereinement le Verdon la fin des orages, et que le barrage, en amont, ait fini de lâcher ses eaux. Nous parcourons la montagne, à pister les rivières et les torrents. Le pays est magnifique, tellurique, tant et si bien que c'est là que s'installa la secte du Mandarum, qui fit parler d'elle il y a une 30aine d'années. Et puis, nous passons chez Bob. Comment tu vas, mon ami? Content de te voir. Ouais, moi aussi. Allez, allez. On va nous mettre à l'ombre. Oh, il fait plus frais là. Il tient plein boulot là. Eh non, ça c'est ce que j'avais fait avant. J'ai arrêté à la retraite. Bob, c'est mon ami. Bob, c'est quelqu'un qui, comme moi, partage un amour inconditionnel de la nature et surtout un instinct. Lui, là, il a un bel andouillé, là. Ça, c'est déjà du couteau... De travail, couteau de camp. Oui, voilà, tu vois, une bonne prise en main. C'est quelqu'un qui a vécu de la nature déjà dans les moments difficiles, qui a su piéger, qui a su chasser, qui a su braconner un peu un poisson quand il avait faim. Et ça a développé chez lui un flair, un instinct, une dimension intuitive très forte. Et comme je t'ai dit, moi, la solitude, j'en ai fait une alliée. Je n'ai pas à la redouter. Tu vois? Et des fois, même si c'était dur, mais en fait, le fait que ça soit dur, eh ben, ça m'a rendu meilleur pour les autres jours, je pense. C'est sûr. Bon, tu me verras pas dans les émissions, là. Colantao. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est pas possible. Il est en train de faire du feu, il a 3 bouts de noix de coco, il revient, il y a des bûches comme ça. Il est allé boire un coca derrière l'arbre, il y a la glacière, tu vois. Faut pas te retrouver avec des gens comme ça, hein, situation. Faut surtout pas. Hein. Parce que là,
Tu vas le brancher où, le smartphone, là? Moi, je préfère avoir un couteau et une hachette. Tu vois? Qu'est-ce que je vais faire avec le smartphone? Ça n'est pas l'utilité, ça. Alors, tant pis, si je passe pour un fossile, ça fait rien. Mais au moins, je suis bien avec moi-même. Voilà, j'ai trouvé ça. Moi, j'aime bien. J'ai toujours plaisir à partager du temps avec lui. On parle beaucoup, avec beaucoup de cynisme, de la réalité de notre monde, de ce monde qui a perdu beaucoup de sens. Et nous, quand on est ensemble dans la nature, du sens, on n'en manque pas. Encore un peu. C'est quoi ce grand bâton recourbé? Je vais te l'expliquer. Là, déjà, la coiffure, je peux te dire. Mais j'ai toujours plaisir, oui, à m'instruire avec lui de ces anecdotes des grands chefs indiens qui ont tout compris et qui, à leur époque, avaient déjà dit l'essentiel. Éloigné de la nature, le cœur de l'homme devient dur. Des phrases comme ça, des phrases qui résonnent très fort et des sagesses à utiliser encore tous les jours. Ça ressemble à Plus long. Non, mais il y a le fût, tu vois. Nous sommes maintenant au mois d'août. Simon, un Anglais vivant à Monaco, comme chasseur de tête, s'est offert les services de Guillaume. Nous sommes sur le Verdon, en aval de Castellane. Je suis originaire de Londres, mais je vis à Monaco depuis une vingtaine d'années. J'ai pris mes premiers cours de pêche à la mouche à l'âge de 12 ans, dans le sud de l'Angleterre, pour pêcher de grosses truites, arc-en-ciel et des farios. Après, j'étais très occupé par des choses qui m'ont éloigné de la pêche, et c'est seulement depuis 6 mois que je suis en train de m'y remettre. Okay, so try to stop straight to get some extra power into the rod. We can wait. We wait for the next fish on the rise because that's what we want is to know exactly where they are. Simon, ça fait longtemps qu'il n'a pas pêché, donc il a acheté une nouvelle canne. On est en train un peu de mettre en place les mouvements importants pour qu'il arrive à la faire fonctionner, pour qu'on arrive à étendre le bas de ligne. Et puis au fur et à mesure de la journée, les compétences vont s'améliorer. Try not to cast with N'essaie too pas much de lancer line. avec trop de fil. Okay, so we have a problem, Simon, Bon, with Simon, your on a un back petit line. problème avec ton Going lancer. far too much down. Si tu veux que la ligne à l'arrière soit complètement tendue, La pédagogie, c'est tout un art. C'est être capable de savoir comment les gens réagissent. Est-ce qu'il faut être démonstratif? Est-ce qu'il faut au contraire être explicatif? Certaines personnes, il suffit de leur montrer et elles comprennent. D'autres, elles ont besoin de comprendre par des explications. C'est du sur-mesure d'une certaine manière. Il y a des gens... c'est mon travail à moi de tenir compte des capacités physiques et psychologiques de l'apprenant, de m'y adapter pour lui transmettre de la meilleure façon possible cet art qu'est la pêche à la mouche. You push very strong. You don't need to push strong. Just try to have good control and slow down the rhythm a little bit because we need the extension of the leader. Okay, you can try again. Yeah, that's better. So my arm should go back to 12. Yeah, we need to make your casting change. nous devons So modifier un the peu most ta important façon de is to lancer. go back and forward. Le plus important, Instead of c'est de using the pousser la whip canne avec le bras. like that, it's important de to l'arrière bring the vers line up l'avant. and then push forward and keep it up. Because Et if tu you ne te push sers pas de down, ton everything poignet. will pile. Et puis si tu Because baisses trop ta the canne, energy is toute coming l'énergie, down. elle aussi, va s'effondrer. Alright, so we start here, we move up and go back down. Oh yeah. We move up and go back down. It's not my wrist doing the thing. No. Okay, let's try. 1 and 2. That's far better. Oh, il y a des éphémères qui sortent. Mayflies. So the first time I met Guillaume was En fait, j'ai regardé sur Internet ce qui se propose pour la pêche à la truite autour de Monaco et j'ai contacté Guillaume comme cela. Dès la première fois, ça a été top avec lui. Son anglais est excellent, il connaît tellement de choses en matière de géologie, sur la topographie et sur les rivières et la nature en général.
Oh, yeah. There. It's almost like rainbow in colour. Yeah, no, it's still a brown. Yeah. Nymphing always works. Look at that. Typically, this kind Tu vois, ce qu'on remarque là en ce moment, c'est que les poissons, ils aiment bien être dans de l'eau vive, de l'eau fraîche. Et tu vas voir là, petit à petit, on va en faire d'autres. Guillaume, il est très bon parce qu'il réagit très vite. On ne prenait plus avec les mouches sèches et on est passé en nymphe et là, on n'arrête pas d'en prendre. Excellent. Oui, il est vraiment très agile avec les conditions météo, les changements de temps. En fait, il rend la pêche à la mouche hyper intéressante. Yeah, you can start close to the side, but the middle is... Simon, c'est un monsieur qui a une vie très occupée et qui, comme beaucoup de mes clients, a besoin de s'évader. C'est quelqu'un qui n'était pas allé dans la nature depuis 2004, donc de nombreuses années. Et il m'a parlé du goût de l'air, il m'a parlé de choses, de petites perceptions que lui ont tout de suite parlé. Il était là, je le voyais, il mâchait l'air. Et ça m'a énormément touché et j'ai vu les effets produits sur lui, l'émerveillement dans ses yeux d'enfant. C'est ce que je vis au quotidien avec les personnes que j'encadre. C'est dans cette perspective-là vraiment que je m'épanouis aujourd'hui, plus tellement dans le fait de prendre les poissons moi-même, mais plutôt dans le fait de rendre les autres capables de le faire. C'est un challenge encore plus important. Yeah. You can start to lift slowly the rod tip. Yeah. Super, Simon. Okay. Nice. Fish number 5. Here she goes. Yeah. Excellent. Lovely, isn't she? Yeah. Super. Donc là, on a commencé avec Simon ici dans un petit secteur calme qui est assez connu un peu avant les gorges. On a vu qu'il y avait des poissons à l'arrière qui mangeaient sur des sèches. On a essayé de les faire. On avait des petits problèmes techniques en termes de dérive, en termes de précision et de discrétion du lancer. Hop, Du coup, plutôt que de passer 1 heure à essayer de faire ces petits ajustements, étant donné que la fenêtre d'alimentation est ouverte, j'ai préféré qu'on accélère un peu les choses en pêchant en nymphe et en allant direct sur les courants de tête où les poissons s'alimentent actuellement, ce qui nous a permis d'être dans la réussite tout de suite et d'entamer la journée avec beaucoup d'enthousiasme. Don't go too fast, yeah. Va pas trop vite, doucement. Yeah, let it go. Let it go. Let it Laisse-la go. aller, laisse-la aller. You can Elle est release plus the grosse que drag. les autres. Laisse-la descendre tranquillement. On a le temps. Very good, Simon. We have time. That's our best fish for the moment. C'est la plus grosse pour le moment. Elle est très This is belle. quite a beautiful one. Nice little brown. I mean, my ego would want me to catch you. Mon ego voudrait que je prenne des poissons bien plus gros. Mais en fait, là, j'apprends la technique. J'apprends l'utilisation des mouches en fonction du type de profil de la rivière. Je réapprends le lancer, je réapprends le ferrage. Je prends là des petites truites, mais c'est le résultat de mon travail. En fait, c'est l'expression de mon niveau. En fait, là, ce que je fais, c'est que je réapprends la pêche à la mouche. Lorsqu'il pleut, Guillaume en profite pour préparer quelques mouches que lui demandent parfois ses clients. Je fais un dubbing. Le dubbing, c'est un corps qu'on va faire en poil. Le poil, c'est une fibre extraordinaire qui est très solide et très vivante. Donc ça fait des mouches résistantes qui ont une longue durée de vie. Et également, ces poils, ils sont très mobiles. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont légèrement mouillés, ça donne une illusion de vie assez efficace. En général, c'est du lièvre, mais ça peut être toutes sortes de poils d'autres animaux. Là, on va prélever une plume de bécasse, qui est très très belle. C'est une mouche donc avec
des matériaux réutilisés de la nature, c'est-à-dire un chasseur de bécasses qui m'a récemment offert un sac entier de plumes que j'ai pu récupérer. J'essaye de récupérer énormément de choses dans la nature, j'aime bien monter au naturel. À l'origine, on montait tout au naturel. Les gens, ils chassaient, ils récupéraient du poil de sanglier. Il y avait un faisan crevé sur le bord de la route. Ils récupéraient des longues plumes. En randonnée, on trouvait une grande plume de rapace. On la gardait, on faisait des mouches avec. Là, pendant le confinement, j'ai monté des mouches avec du vautour. J'ai les grandes plumes de vautour. Ici, on a beaucoup de vautours dans le Verdon. Il y a un réel plaisir dans le montage de mouches à travailler la matière, à recycler des matériaux naturels a priori d'animaux qui sont morts, mais nous on va redonner de la vie à ces matériaux et imiter la vie à notre tour, et imiter la nature tout simplement. Voilà. Moi je vais donc avoir une aile en bécasse qui est extrêmement imitative, avec des beaux liserés, des beaux détails. Par-dessus je vais superposer une petite aile en croupion de canard. L'intérêt c'est de donner un peu aussi de visibilité et de flottaison à la mouche. Et très visuel pour nous aussi, puisque comme nous on va voir la mouche d'au-dessus, si jamais il y a un petit peu de vent, etc., ça va donner une illusion de vie très réaliste. Ensuite on va rajouter une petite fibre de coque pour faire ce qu'on appelle un hacle. Hop. On va faire en sorte qu'elle soit assez solidement ligaturée d'ailleurs. Voilà. Et on va l'enrouler environ 3 fois. C'est des fibres de grande qualité, donc 3 enroulements c'est suffisant. Et la mouche est terminée. On va faire une petite demi-clé ici, hop. Et voilà. Un petit 7 jambes bécasse, ça c'est redoutable. Les poissons, même s'ils n'ont pas faim, ils montent du fond pour les chercher, celles-là. C'est des mouches qui peuvent prendre une dizaine de poissons sans problème et qui continuent à pêcher, qui se décarcassent pas. On dit souvent qu'une bonne mouche, c'est une mouche qui a déjà pris quelques poissons. Quand elle a été un peu mâchonnée par les poissons, au bout d'un moment, elle prend une forme de caractère, un peu la patine de ce vécu, et c'est là où elle devient vraiment bonne en réalité. C'est quand elle a déjà un peu cette expérience de l'eau. On n'est pas obligé dans la pêche à la mouche d'être systématiquement dans la représentation parfaite, bien au contraire. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas de mauvaise mouche. Il y a tout qui marche du moment qu'on sait s'en servir, qu'on sait la mettre en situation en fonction de la logique de la rivière et du comportement des poissons à ce moment-là. Regarde, celle-là, elle est inédite. Et puis nous avons passé un moment à regarder ses souvenirs de voyage en Nouvelle-Zélande. Comme cette fois-ci où il partit seul pendant 10 jours pour explorer une rivière où probablement jamais personne n'était venu y pêcher. Un endroit particulièrement difficile d'accès. Alors repars dans l'autre sens. Oh non. Ouais, j'avais monté la vidéo. Ouais, c'est ça. Lors des 3 jours de marche de retour, il avait eu bien du mal à retrouver son chemin. Je suis toujours sur mes ridges de malade là. Logiquement, je devrais être en face, l'autre côté de la rivière. Mais comme on peut pas traverser, je commence à être vraiment exténué. Il faut avancer. La pluie, elle s'arrête pas. Je commence à perdre un peu la lucidité. Donc il faut pas que je tarde trop à m'arrêter. Je vais essayer de pousser encore une petite heure. Là ce matin je suis descendu dans un truc où je me disais il vaut mieux que ce soit le bon choix, parce que si c'est pas le bon choix, j'aurai jamais assez d'énergie pour remonter là-haut et repartir sur une autre direction. Donc heureusement c'était le bon choix, l'instinct, hein, peut-être la peur au ventre probablement. L'Épicure il disait jouir du simple plaisir d'exister. Alors là je pense que cette phrase elle est bien adaptée pour ce que je vis, et c'est celle-là qui va conclure ce trip. J'ai eu beaucoup la dent dure contre mon espèce dans ces dernières années. Maintenant je me réconcilie un peu avec... je suis quand même un humain moi aussi. Donc je vais aller passer du temps avec les miens, profiter d'eux. Et la Rocky, c'est pas pour cette année qu'elle mourra. Castellane d'hier et Castellane d'aujourd'hui. Guillaume est le témoin d'un monde qui change.
l'utilité publique et le tourisme ont pris d'assaut les plus beaux endroits. On a plusieurs barrages sur le Verdon. Au niveau de Castellane, on en a 2, Castillon et Chaudane. Ces barrages, c'est un peu une calamité pour la rivière, pour le biotope. Ça empêche évidemment les truites de remonter vers les têtes de bassin pour se reproduire, donc c'est très destructeur pour la reproduction. Ça, ce sont mes chiffres à moi, mais cette rivière, elle fonctionne environ à 30% de biomasse. Depuis qu'il y a les barrages, on a 70% de la vie de la rivière qui a disparu, que ce soit les insectes ou les poissons, la reproduction, de manière générale, c'est une catastrophe. Il y a des fluctuations constantes, c'est le principal problème. Il faut savoir qu'une rivière, en moyenne, elle va fluctuer une vingtaine de fois dans la saison, une rivière naturelle. Et le Verdon, ça correspond à environ 200 fluctuations par an. Passer de 3 mètres cubes à 15 mètres cubes, à 40 mètres cubes, à 100 mètres cubes, et des fois beaucoup plus. Et redescendre un jour après à 3 mètres cubes, c'est un cataclysme pour la biodiversité de la rivière, principalement les invertébrés. Ces invertébrés rapportent de l'argent à personne, alors personne n'en parle. Mais pour un pêcheur à la mouche, pour nous, qui sommes des sentinelles de la santé de la nature, eh ben, ça nous fait vraiment très mal au cœur et on aurait envie d'aller voir EDF et de leur dire que ces barrages, il faudrait les détruire et retrouver une rivière naturelle, évidemment. Des pays pionniers comme les États-Unis ont compris maintenant l'intérêt de supprimer les barrages. Ils ont déjà commencé à le faire sur certains grands bassins versants. Et on voit que les saumons reviennent et que la vie reprend. Donc il faut espérer qu'un jour ça se produise chez nous. Ces barrages, c'est vrai que pour nous, les pêcheurs, c'est un vrai problème. Il y a une légère surpopulation en été, on est victime de notre succès. C'est une rivière qui est extrêmement populaire, qui le devient de plus en plus. Ça paraît normal, c'est un canyon exceptionnel. Donc la surpopulation estivale, elle est une menace évidemment pour l'écosystème. Ça peut être certaines activités d'eau vive qui sont assez destructrices. Je parle principalement de la randonnée aquatique, qui est une activité où les gens, des groupes entiers, toute la journée vont piétiner et marcher dans l'eau. Et à une période où l'eau est la plus basse et où les poissons ont le plus besoin de s'alimenter dans les zones d'alimentation, les têtes de courant. Et là, on se retrouve avec 1000 à 2000 personnes par jour. Il y a quand même des conséquences dramatiques pour cette rivière, c'est l'extinction progressive des invertébrés sur les zones de piétinement. Et ça, c'est une vraie réalité. Ainsi, il en va des usages partagés d'un lieu, d'une forêt, d'un littoral. Et le monde occidental est souvent dans l'outrance. Allez, merci, bonne journée. Merci à toi. Bonne journée également. Guillaume éprouve ce sentiment universel, partagé par tous ceux qui ont grandi dans un endroit qu'ils chérissent, envahi par des hordes de nouveaux venus. Guillaume voudrait trouver un juste milieu. Mais il connaît suffisamment le pays pour se mettre à l'écart de la foule, parce qu'il connaît chaque virage, de chaque affluent, chaque trou, radier et courant. Bon, là, je suis venu visiter une vieille amie, qui est une rivière que je chéris énormément, qui est une des plus belles du coin. Et c'est un petit sanctuaire que je viens visiter de temps en temps pour le plaisir, quand j'ai un peu de temps libre, ce qui est très rare en saison d'été. J'en ai profité pour sortir une autre amie, qui est cette canne à pêche italienne, une petite canne donc de TLT. La TLT, c'est le lancer italien. Dans le monde, il y a différentes écoles de lancer. L'école française, l'école italienne, l'école tchèque, l'école américaine. C'est toutes des écoles qui sont intéressantes, elles ont des philosophies particulières. L'école française, c'est une école de la technique pure, très scientifique, très rationnelle. Et l'école italienne, c'est une école artistique, une école du style, une école de l'improvisation libre. Et c'est vraiment dans cette dimension-là que je m'épanouis le plus aujourd'hui parce que c'est une dimension très instinctive qui évacue le côté rationnel et qui va vers quelque chose de beaucoup plus intuitif. D'une certaine manière, l'école française, c'est une école du résultat. C'est une philosophie de l'excellence. On va tenter d'être le meilleur. C'est très symptomatique de la pensée française d'ailleurs. Et en Italie, ils n'en ont rien à faire d'être les meilleurs. Ce qu'ils veulent, c'est avoir du style. Et c'est très italien.
Donc ils s'en foutent d'être champions du monde. Par contre, quand ils pêchent, ils ont la classe. J'ai découvert l'école italienne qui s'appelle la TLT, la technique de lancer total, avec un grand monsieur qui est un maître qui s'appelle Lorenzo Nogara, qui est un Italien. C'est Picasso avec une canne à mouche. Quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que j'avais un continent entier qui s'ouvrait à moi et une vie entière de progression. La dimension pour moi de la pêche à la mouche italienne, de la TLT, c'est sûrement la dimension à mes yeux la plus belle, c'est la dimension artistique. C'est un jeu sur la rivière, un jeu de forme, un jeu de dynamique. C'est des cannes d'artistes, c'est le pinceau d'un artiste, c'est le crayon d'un poète. On a un contrôle particulier sur ces cannes. Elles sont très courtes, 7 pieds et demi, soit de 2, soit une soie très fine, très douce, très légère, pour justement contrôler la dynamique. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de se faire plaisir, c'est de créer des belles dynamiques, des belles courbes, des belles formes. Et ces formes, elles vont être fonction du profil de la rivière. Et voilà, elle nous souhaite la bienvenue. Joli, pour commencer, c'est super. Jeune truite en pleine forme. C'est une rivière qui produit des poissons de qualité parce qu'il y a beaucoup de nourriture. On voit bien qu'elle est très bien nourrie, cette truite. Viens là, ma beauté. Hop. Elle va rentrer chez elle. Allez. On va voir s'il y a sa grande sœur qui traîne. Normalement, avec cette technique, on n'est pas censé pêcher à 2 mouches comme ça. C'est plus pour faire des belles dynamiques en sèche, mais là, bon, les poissons sont un peu frileux, l'eau est froide. C'est une rivière qui prend sa source dans un lac glaciaire souterrain. Et c'est pour ça que même en été, quand l'eau est chaude partout, ici, ça reste froid. On doit être une eau à 14 degrés alors qu'on est en plein mois d'août. Et c'est ce qui fait qu'on a des poissons actifs, réceptifs et de très grande qualité. C'est un vrai plaisir avec ces cannes très douces en soie DT2 sur des poissons comme ça en 12 centièmes, c'est un vrai plaisir. Des très très jolis poissons en très bonne forme. On le voit, hein, c'est le matin, elles sont agressives. Excellent, ça fait plaisir. Tôt le matin dans ces petits courants, ils nous disent bienvenue. C'est vraiment ce type de zone en été qui sont très propices. Beaucoup de bulles, beaucoup de structures rocheuses. Les poissons sont à l'abri là-dedans, ils s'y nourrissent. Ici, on le voit bien, elles sont bien nourries, elles sont en forme. C'est un vrai bonheur de trouver des rivières comme ça, c'est un vrai sanctuaire. Elle a pris la sèche, celle-là. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, donc je suis un peu rouillé. Et là, depuis 5 minutes, je commence à me replonger dedans. C'est un jeu vraiment, la TLT. C'est pas tant le poisson qui compte que la manière qu'on aura d'aborder le cours d'eau. C'est une danse, la TLT, on pourrait dire ça. À l'école française, c'est une école où on jette. Quand vous avez fini votre mouvement, c'est comme quand on jette une pierre. On lâche, elle est partie, on n'a plus de contrôle sur la pierre qui est partie. Elle a quitté notre main, c'est terminé. Si le mouvement était bon au départ, la trajectoire sera bonne, mais on n'a plus de contrôle sur cette trajectoire. Avec le lancer italien, on est dans le contrôle total de la dynamique. C'est-à-dire même jusqu'à la fin, jusqu'au moment où cette mouche elle va se poser à ça de l'eau, on peut encore la récupérer et faire autre chose. C'est le contrôle total de l'énergie. Peut-être que c'est ça la vraie philosophie de la pêche à la mouche. C'est un beau spécimen. Voilà, c'est typique. On a un courant un peu marqué. Elle est montée en sèche devant un gros bloc. C'était vraiment une question de dérive. C'est là où la TLT il pose des courbes. On n'est pas en Nouvelle-Zélande, mais c'est toujours agréable d'entendre le frein qui chante.
Ici, on a des truites sur cette rivière qui vont jusqu'au kilo. Là, on a un joli petit spécimen très représentatif de cette rivière avec des magnifiques points. On voit qu'elle est bien nourrie, elle est bien zébrée avec un point bleu derrière l'œil et des grosses zébrures marquées de la souche méditerranéenne. Moi, j'ai été formé par les rivières et torrents des Alpes du Sud, par le buis, par les odeurs de thym, par la sarriette, par la rugosité du calcaire. C'est tout ça qui m'a forgé, les odeurs de Provence. Donc, quand je suis ici, je me sens chez moi. Il y avait un philosophe qui s'appelait Héraclite qui disait que la rivière, c'est le symbole du mouvement. D'une certaine manière, ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est un mouvement perpétuel. Et il n'y a pas d'acquis. La rivière ici, elle est comme ça aujourd'hui. Demain, ce ne sera pas la même. Dans 10 minutes, elle ne sera encore pas la même. Donc, être capable de sentir les fluctuations sensibles de la rivière, c'est vraiment ça le métier de guide. C'est être connecté à la logique du grand tout. Le mois d'août de Guillaume sera rempli de nouvelles rencontres. De son contact avec les rivières, de ses observations précises, Guillaume s'enrichit. Quelle période il Mais t'intéresse? c'est aussi avec ceux qui louent ses services que son esprit prospère. Incontestablement, Guillaume a de l'expérience. But what I really want is to fish up there. It's the current. Et puis l'automne s'emparera de la région. Les touristes aux transhumances éclairs rejoindront la grande dalle urbaine, laissant les rivières à la neige, à la vie sauvage qui les entoure. Les cycles saisonniers, entamés par l'activité des hommes, sont plus forts que tout.